Rebonjour tout le monde. Écoutez, on enchaîne cette matinée avec Lamine Taghin qui est Head of Growth chez We Digital Garden pardon, et Elodie Yeager qui est Head of Design chez Wemanity. Ils vont nous parler de growth marketing et UX ou comment maximiser ses performances. Alors, c'est un sujet quand même qui est assez fondamental puisque ce matin, si vous avez participé à la plénière, vous vous souvenez que le growth marketing, c'est pas seulement réfléchir à comment aller chercher des gens, il y a bien des questions de transformation et de réflexion sur le produit. Donc soyez bien attentifs, puisque je pense que vous risquez d'apprendre pas mal de choses qui vont optimiser notamment votre conversion. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à ajouter les intervenants sur LinkedIn et ou à prendre contact à l'issue. Et enfin, dernière chose, ces sessions-là sont faites pour que vous puissiez trouver toutes les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à la faire vivre via le chat. Donc on est ensemble pendant 40 minutes, donc profitez-en pour engranger un maximum d'informations. Et je donne maintenant la parole à Lamine et Elodie pour cette session. Bonjour à tous. Bon, on espère que déjà cette matinée commence très très bien pour vous. Vous apprenez effectivement pas mal de choses. Euh, on va démarrer rapidement, comme on dit toujours. On a bien assez de temps pour parler, mais pas assez pour discuter. C'est une expression que je viens d'inventer là, mais j'espère que vous en comprenez le sens. Euh, on va aller rapidement dans les slides. Alors, vous me dites si ça fonctionne, c'est bon. On peut passer directement sur la présentation. De toute façon, on va faire le petit tour de table pour se présenter. Ah, parfait. Tout marche. Si tout le monde voit, on peut commencer. On s'est fait un petit index, on s'est fait un peu plaisir dans cette présentation. Il faut savoir qu'on est super content avec Elodie aujourd'hui de faire cette présentation. Pourquoi? Parce que bien souvent, on entend des présentations faites par des growth marketers ou faites par des UX, mais c'est très clusterisé. On ne se parle pas trop, chacun fait sa présentation, son petit event. Et le Grosse Connect, c'était pour nous l'occasion de faire quelque chose ensemble. On s'est dit avec Elodie, putain, ça serait super de pouvoir croiser, mutualiser nos slides pour pouvoir travailler sur quelque chose de commun. Parce que finalement, quand on travaille dans le digital, ce qu'on cherche à faire, c'est faire plaisir finalement à des internautes et répondre à leurs besoins. Et on ne répond parfaitement aux besoins qu'en mutualisant les expertises. On y reviendra, j'ai déjà spoil la fin, mais l'idée c'est de pouvoir effectivement présenter tout ça en 30 à 40 minutes et on va passer avec des questions ensuite. On va passer à la slide suivante. Au niveau des intervenants, Elodie, je vais te laisser te présenter en premier, si ça te va. Ouais, ça me va. Bah, déjà, comme l'a dit Amy, je suis très contente de venir parler à un événement qui n'est pas, enfin, qui change de ce que je fais d'habitude. Parce que pour la petite histoire, je donne des conférences, mais souvent d'ailleurs que sur des conférences design en fait. Il n'y a pas d'autres typologies d'intervenants et c'est bien dommage ce qu'on a pu observer. Donc ça me fait très plaisir d'être là. Moi, donc, je suis responsable du design chez Wemanity, donc j'encadre toute la pratique du design. J'ai une équipe de designers avec des compétences voilà, très diverses. Alors le but, c'est pas de vous apprendre ce qu'est le design, mais si je dois résumer, c'est vraiment réfléchir à des concepts avec de la recherche, de l'idéation, de la conception, d'interface. Voilà, si je veux vraiment pas vous donner un cours sur le design, parce que c'est pas du tout le but de la conférence, c'est ce que je fais, voilà, c'est la problématique du design que j'adresse aujourd'hui à travers cette conférence aussi. Et Lani, du coup, en quelques mots. Du coup, je suis Head of Growth, moi chez Wemanity. Vous voyez qu'on bosse ensemble au sein du même groupe. Clairement, ma mission, je vais pas parler. Il y a énormément de growth dans le chat, donc je sais que derrière, je vais pas vous apprendre grand-chose sur les métiers du growth, pareil. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des stratégies d'activation, d'acquisition, de rétention, de transformation pour mettre en avant des concepts. On va pas travailler que pour des boîtes, par exemple, de type B2C chez Wemanity. On peut avoir du B2B, du B2B2E. Ça peut être des sujets parfois qui sont très complexes ou même parfois des sujets qui peuvent être très simples en termes de e-commerce. Vous savez, de comment on va générer du chiffre d'affaires, etc. Mais le gros ne s'arrête pas qu'à une génération de leads ou de chiffre d'affaires. C'est pour ça que chez Wemanity, on travaille même avec de très grands comptes que je ne citerai pas aujourd'hui pour des raisons confidentielles, mais vous pourrez checker le site avec plaisir après. L'essentiel étant que on essaie de faire en sorte que le gros soit une sorte de forme de matière grise importante au sein du groupe qui permette de toujours challenger les solutions qu'on met en place, qu'elles soient techniques, qu'elles soient éditoriales, qu'elles soient analytiques, etc. Tout ça pour maximiser la performance de toutes les entités, ce qu'on appelle nous les practices chez Womenity. On peut passer à la slide suivante.
Tout ça pourquoi? Aujourd'hui, le thème du jour qu'on va essayer d'aborder, c'est la notion de funnel. Vous allez voir que la notion de funnel, c'est quelque chose qu'on a toujours abordé dans les concepts marketing. Vous voyez qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le funnel, vous connaissez cette matrice pour ceux qui font du growth, c'est la matrice AARRR. C'est un framework qui est connu. Je ne vais pas vous refaire le pitch de Sean Ellis avec Dropbox, la notion de growth hacking, etc. Ça, c'est des sujets qui ont été faits il y a certaines années, qui sont toujours viables sur certains sujets, mais qui ont évolué. Aujourd'hui, il faut vous dire une chose, c'est que la perception, enfin, il faut qu'on se dise une chose, c'est que la perception d'un tunnel, c'est comme ça qu'on la formalise. Et en soi, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre métier de grosse marketeur, c'est de créer des stratégies qui répondent à l'ensemble de ces critères. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est pour moi la base de mon travail au quotidien chez Wimanity. Elodie? Et côté design, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement sur nos projets. C'est une Customer Journey Map. Donc, vous allez vraiment avoir de gauche à droite une lecture. Nous, on n'est pas de haut en bas. Et on a vraiment des étapes différentes qu'on vient des fois customiser, mais souvent, eh bien, on est sur les mêmes actions que ce que a présenté Lamine juste au-dessus. Et c'est vrai qu'en effet, c'est des choses qu'on utilise très régulièrement, notamment pour comprendre le parcours d'un utilisateur. Et en fait, les strates que vous voyez en dessous avec les couleurs, c'est souvent, on va mettre les actions, les points de frustration, des verbatims, des émotions aussi. Voilà, et aussi, bien souvent, on va essayer de mettre des leviers pour répondre à des problématiques que va rencontrer l'utilisateur. Ou au contraire, à des optimisations que nous-mêmes, on peut apporter sur le produit. Donc là, c'est un template que vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on utilise et qui répond totalement à la représentation d'un parcours d'un utilisateur. Et vous voyez, c'est super intéressant parce que justement, en fait, aujourd'hui, cette conférence va être animée principalement dans le prisme du growth. Mais regardez comment un designer fonctionne. Ce qui est super intéressant, c'est que les designers fonctionnent finalement comme nous dans notre métier. Je crée déjà des clusters en disant nous et eux, mais en vrai, on est ensemble. Mais dans nos métiers, forcément, on a des différences. Mais ce que je lis dans ces slides, dans ce genre de documents que je vois au quotidien chez Wimanity, c'est des choses qui me parlent et qui vous parlent certainement. Vous voyez, la notion d'engagement, de travailler la sortie des internautes, de travailler la rétention des utilisateurs, c'est des choses qui nous parlent. Aujourd'hui, on a juste une problématique qu'on se pose au quotidien avec Elodie, c'est est-ce que la notion de funnel est toujours viable dans notre réflexion? Est-ce qu'on doit toujours parler du fait que, vous savez, c'est comme à l'époque quand on apprenait en cours la notion de la pyramide des besoins, toutes ces choses-là. Est-ce que tout doit être régi quelque part par la notion de tunnel? Est-ce qu'il y a une entrée et une fin? Dans une réalité, oui. Mais est-ce que ce tunnel, c'est forcément quelque chose de linéaire et qui suit une droite ligne? C'est-à-dire que quand j'ai passé une phase d'awareness, est-ce que je suis en phase de rétention? Est-ce que je suis en phase de conversion? Est-ce que je peux pas revenir avant? La réalité, c'est qu'avec l'évolution des usages du e-commerce notamment et du web en général, on a développé aujourd'hui un mindset, un état d'esprit qui fait que notre comportement de consommateur, c'est pour ça qu'on parle aussi de consommateur, etc. Ça, c'est des vieux termes, mais qui sont toujours viables aujourd'hui, qui font que la notion de funnel, à notre sens, n'existe plus vraiment. Elle est présente, mais de manière assez différente. C'est pour ça qu'on parle vraiment de notion de mess. Pour nous, c'est un mess. Et vous allez venir, il y en a certains qui ont déjà le terme en tête, je le sais, parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Mais la notion de mess est super importante. Aujourd'hui, un tunnel peut parfaitement être représenté par ce genre de choses. C'est très brouillon, on est d'accord. Mais finalement, je vous fais une anecdote super simple. Je voulais acheter une télé en mai dernier. Cette télévision, j'ai commencé à chercher les technologies. J'ai vu OLED, QLED, j'ai vu plein de technos. Ça m'intéressait. Ensuite, j'ai cherché des marques. Ensuite, j'ai cherché des avis. Je suis allé sur les numériques. J'ai checké les comparatifs, les benchmarks. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'une QLED, ça m'intéresse pas. Il me faut une OLED parce que je veux des noirs plus contrastés. Donc, du coup, j'ai repensé mon processus d'achat en me disant finalement, je vais pas acheter une Samsung, je vais m'approcher de LG ou de Sony. Comprenez la logique derrière. En fait, quand je voulais acheter un produit, finalement, ça n'a jamais été une suite linéaire d'achat en me disant j'ai fait mon choix, je ne reviendrai pas en arrière. Non, je me suis remis en question. Alors, c'est peut-être que moi, mais si vous vous ressentez dedans, n'hésitez pas à mettre un pause blow et de suivre la chaîne YouTube. C'est dans l'ironie des choses. Mais en tout cas, si vous vous ressentez dans ce raisonnement-là, moi, personnellement, j'ai besoin de me remettre en question constamment dans mes affaires. Je ne suis jamais sûr de ce que j'achète qu'au moment où je suis prêt à mettre la carte bleue. Et vous voyez, cette réflexion du mess, c'est quelque chose qu'on va réaborder juste après. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, penser le parcours utilisateur dans un funnel classique, à notre sens, c'est incomplet. Incomplet parce qu'il y a énormément de paramètres qui vont influencer votre processus de décision.
C'est aussi réducteur parce que finalement, si on enlève si on ne prend pas en compte, vous savez, tous les biais cognitifs, vous savez, c'est tous les éléments extérieurs, environnementaux qui baignent dans votre environnement, qui vont avoir un impact sur votre décision d'achat. Si on les prend pas en compte et qu'on ne pense que funnel, finalement, on réduit sa vision. On va parler de big picture. Je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicismes qui servent à rien. L'idée, ça va plutôt être de parler de vision globale. La vision globale, c'est le fait de maîtriser tout l'environnement, aussi bien interne qu'externe de sa stratégie marketing. Et effectivement, c'est aussi utopique parce que croire qu'aujourd'hui, en tant qu'internaute, vous êtes capable juste après avoir vu une annonce sur Google Ads, de cliquer et ensuite de transformer, bah, on va pas se mentir, c'est une réalité qui n'existe plus. Auparavant, ça pouvait exister parce que on avait des systèmes de moteurs de recherche qui étaient moins élaborés, il y avait moins de plateformes, il y avait moins d'offres. Donc en fait, le comparatif était un peu plus complexe. On n'avait pas de plateforme d'avis. Regardez aujourd'hui, même quand vous cherchez des pneus sur Internet, si vous cherchez des pneus, vous avez Allo Pneus, vous avez des comparateurs dans tous les sens qui vous permettent de choisir le meilleur pneu. Ça devient complexe. Et donc, du coup, en prenant en compte tous ces environnements, c'est comme ça qu'on arrive à nos sens à définir des stratégies euh, plus élaborées. On va y venir juste après. On s'est posé une problématique, c'est très scolaire. Mais ça nous semble essentiel. On s'est dit comment on pouvait répondre en en travaillant ensemble ou pas, comment on peut répondre de manière optimale aux nouveaux usages du digital et maximiser effectivement la performance de nos actions. C'est vraiment important de se la poser cette question-là parce que on peut se la poser chacun dans notre coin avec Elodie cette question-là. Mais si on se la pose en groupe, vous allez voir qu'on peut avoir des divergences d'opinion sur comment on améliore une expérience. Pour ça, on a eu besoin de prendre un peu de recul. La prise de recul, c'est nécessaire pour comprendre ce dont on a besoin pour bien travailler dans son métier. En l'occurrence, on se l'est posé cette question. Quelle est la raison d'être de nos métiers? Et là, en l'occurrence, on s'est posé la question d'abord sur le design. Alors d'un point de vue design, nous, les designers, on va toujours se poser des problématiques côté utilisateur. C'est un grand, on va dire, c'est notre grande problématique majeure, c'est de penser pour nos utilisateurs. Donc on a, comme je vous disais, des outils adaptés pour ça. Mais c'est comment on va répondre aux besoins de nos utilisateurs, comment on va rendre cette expérience plus fluide et intuitive pour eux, en optimisant le parcours, en proposant quelque chose sans couture. Voilà, on va vraiment mettre au cœur notre utilisateur et des fois même plusieurs types de publics. Donc on va des fois même nous-mêmes se dire, bah, en fait, on n'a pas un seul utilisateur, on va en avoir plusieurs. On va prendre en compte aussi quand la personne est prospect et quand elle est cliente. Donc voilà, et on va vraiment réfléchir à lui délivrer une expérience optimale, sans couture. Tout ça pour vous dire que de notre côté, en fait, en venant vraiment sur les besoins premiers, c'est vraiment notre essence et on travaille avec des outils différents pour répondre à ces problématiques côté designer. Donc c'est marrant parce que c'est ces questions-là au début qu'on se pose. Et côté grosse, du coup, côté la mine. Et ce qui va être intéressant côté gros, c'est que finalement, déjà, je me ressens vachement dans ce qu'a défendu Elodie sur l'optimisation du parcours. Vous savez très bien que c'est notre métier en tant que grosse marketeur de travailler dans ce sujet de comment on travaille la rétention, la transfo, etc. C'est juste qu'on a forcément peut-être parfois pas les mêmes termes et pas les mêmes process de travail. Quoi qu'il en soit, en plus, on a une vision qui est aussi un peu différente parfois des designers parce que en fait, notre métier regroupe beaucoup d'autres métiers. On va parler de SEO, on va parler de paid media, on va parler d'analytics. C'est pour ça qu'on mélange un peu toutes les questions derrière côté growth. Répondre aux intentions de recherche, c'est essentiel. Générer du trafic, c'est pareil. Maximiser la conversion, on le sait. Fluidifier l'expérience d'achat des internautes et vous voyez que Elodie cherche à faire la même chose de son côté. Nourrir et éduquer notre audience tout en la fidélisant, c'est essentiel pour créer une pérennité dans son activité. Et enfin, suivre la performance pour optimiser les résultats. Ça, on aurait pu inverser les slides, changer 2-3 termes pour que ça corresponde plus au jargon classique du métier du design. Et je suis sûr qu'Elodie aurait pu se dire, enfin, tu me dis après, Elodie, c'était pas en phase, hein, mais Si, que c'est techniquement, exactement bah, ça. t'aurais pas été en phase, ça aurait été compliqué. Mais non, non, non. En fait, en vrai, c'est ça la réalité, c'est qu'en vrai, j'aurais pu prendre les slides d'Elodie, les questions là et me dire, mais en fait, c'est mes questions que je me pose au quotidien. Et vous, je suis sûr, vous auriez pu vous poser la même question de votre côté. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que derrière, on peut arriver en fait à des process. Et ce qui est super intéressant, on va faire un petit focus sur le design, sur la partie process. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs manières aussi de réfléchir dans nos métiers. Et Elodie, je sais qu'en design, vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer que des process design, et c'est super intéressant de voir comment ils fonctionnent. Vas-y, Elodie, Oui, excuse-moi. alors côté design, on parle beaucoup de design thinking. C'est quelque chose qui
qui est au cœur de notre métier parce qu'on a ces phases que vous voyez qui sont représentées avec des noms, des pictos, et on a ces phases qui sont très importantes quand on fait un processus de création. Donc vous pouvez voir que là c'est une V1, mais il y en a plein en fait. Tu peux passer toutes les autres, je pense. Ça fera sourire. Là, c'est ce qu'on appelle le double diamant. Et la dernière, qui est plus circulaire, qui ressemble beaucoup à la première que vous avez vue, mais qui est représentée différemment. Ça pour vous dire qu'en design, on a un cycle de construction des projets voilà, qui diffère un petit peu. Vous allez voir beaucoup de schémas, mais qui au final veulent dire la même chose. On fait les mêmes étapes, sauf que le double diamant montre des phases d'ouverture et de fermeture. De par le fait que quand on est en phase de compréhension, on va chercher beaucoup de données, donc on s'ouvre. Quand on est en phase de matérialisation, on va en effet être sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la convergence. Donc voilà, ça pour vous dire que nous, en tant que designer, on a des cycles de conception qui sont rythmés, qui se rapproche de plus en plus aussi de ce qu'on va faire en agilité, dans une logique de delivery. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce que c'est aussi comme ça que on travaille dans un cycle de projet. Et de l'autre côté, ce qui est très dur, c'est que quand Lamine m'a montré la manière aussi dont ils ont le process de réflexion, on se ressemble aussi beaucoup en fait sur cette partie-là. Et qu'on va aborder tout de suite. Parce qu'effectivement, vous voyez, en fait, ça, c'est les méthodes de travail qu'on a, par exemple, chez WeManucy, côté grosse marketing. La notion de brainstorm, de priorisation, pareil. Vous prenez cette slide, vous enlevez process grosse au-dessus, vous mettez process design, vous changez 2-3 termes pour que ça passe. Et je suis quasiment sûr que de toute façon, c'est comme ça que pourrait bosser un designer, à mon sens. C'est une position, hein, bien entendu, que je prends. On peut ne pas être d'accord avec ça. Mais à mon sens, on a tous cette phase de brainstorm, de réflexion, de test, d'itération, d'implémentation, d'analyse et ensuite de déclinaison. On parle de systématisation là, mais on va parler surtout de déclinaison à plus grande échelle. Vous voyez toute cette approche qu'on a? Finalement, les deux slides qu'on avait auparavant ici et là, c'est quasiment le même process, c'est juste qu'on a une manière différente de l'exprimer. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on partage en fait un objectif commun. Cet objectif commun, il est de effectivement répondre aux besoins des utilisateurs. Il va être aussi, il va nous permettre en fait de prendre des partis pris qui vont être très forts, parce qu'à partir du moment où on va se réunir sur cette notion de répondre aux besoins des utilisateurs, on va avoir besoin en fait de converger. Le terme converger, c'est un terme qu'on trouve super important. Merci Elodie pour le design, hein. Je ne lâcherai pas l'affaire dessus, hein. Avoir une designer dans son équipe, c'est aussi un des avantages, c'est d'avoir des keynotes et des presses qui sont qualitatives. Je dis pas que je suis pas très bon pour les presses en visuel, mais avoir une designer, ça permet d'avoir un vrai recul dessus. Bref, j'arrête de saucer design. Quoi qu'il en soit, la convergence des opinions, c'est quelque chose d'essentiel. On en a mis la définition, c'est tendre vers le même résultat. C'est essentiel de le penser parce qu'encore une fois, vous l'avez tous vécu ce truc à un moment quand vous parlez avec un moment ou un autre. C'est pas toutes les personnes qui sont comme ça, des autres métiers bien entendu, mais parfois on est critiqué dans notre métier dans le gros. Vous savez, on est critiqué on a plein de clichés. Ça peut être c'est vaporeux, ça peut être bullshit, ça peut être ci, ça peut être ça. Et en travaillant avec d'autres métiers, on arrive justement à évangéliser la pratique du gros pour en faire quelque chose d'ultra tangible. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Elodie comme méthode de travail, c'est de converger toutes nos expertises, quitte à croiser même nos livrables. Et ça, on va y venir après. D'ailleurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Florence, si jamais tu souhaites intervenir, c'est une question qui est super intéressante ou une interrogation sur un sujet, faut pas hésiter à intervenir. Parfait. Du coup, pour converger, on avait besoin de trouver des réponses. Comment on peut converger? Vous voyez, la problématique qu'on s'était posée tout à l'heure nécessite de trouver des réponses. Cette réponse, la première réponse qu'on a trouvée, c'est repenser le tunnel de transformation des utilisateurs. Pour faire simple, vous vous souvenez tout à l'heure le brouillon qu'on avait? Il y a un terme qu'on aime beaucoup, que j'ai beaucoup défendu pour ceux qui me connaissent sur ce sujet. Je suis très pro Google sur pas mal de solutions et pas mal d'outils parce que je trouve qu'ils font quand même pas mal de bonnes choses, même s'il y a des sujets qui peuvent être parfois un peu compliqués à gérer. Il y a la notion de messy middle. Le messy middle, on vous a mis le petit lien derrière pour que vous puissiez voir. C'est en fait, c'est un concept qui existe depuis pas mal d'années, hein, qui a été défendu récemment par Google et mis en lumière par Google aussi, mais qui est peut-être une dizaine d'années. C'est le fait d'expliquer, comme on disait, c'est que aujourd'hui, on n'a plus vraiment de tunnel. On a un process d'achat qui peut se déclencher et qui ensuite peut créer une infinité, c'est ce qu'on appelle une loupe, une infinité d'expositions à des facteurs qui peuvent déclencher des phases d'achat, d'exploration, d'évaluation, d'expérience et d'achat. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas considérer
que une fois qu'on a passé la phase d'évaluation, on va obligatoirement en phase d'achat. Non, on peut repartir en phase d'exploration parce que la phase d'évaluation nous a fait naître de nouveaux besoins. Parallèle avec la télévision que je cherchais, je me suis rendu compte que les télé OLED avaient une réactivité moins importante pour mes jeux vidéo. Du coup, j'ai cherché une télé qui finalement avait de meilleures performances en termes de réactivité. Vous voyez, et du coup, je repasse en phase d'exploration pour retrouver la télé qui me plaît, jusqu'à ce que je trouve la télé qui convienne le mieux, qui me permette de passer en phase d'expérience. Et autour, il y a vraiment la notion de facteurs déclencheurs qui vont créer tout ce on parlait de biais cognitifs tout à l'heure, qui vont créer cette phase d'achat ou pas, si l'environnement est propice à un achat. Si c'est pas clair sur ce sujet, n'hésitez pas à intervenir. Tout ça pourquoi? Je vous parlais tout à l'heure de ne pas ignorer, de ne pas réduire la notion de funnel en comprenant la notion de biais cognitif. Les biais cognitifs, pour rappel, ce sont, je vais le vulgariser, mais Elodie, n'hésite pas à le compléter parce que forcément, c'est là où mon domaine d'expertise sort un peu. C'est le fait, effectivement, d'avoir des éléments qui peuvent influencer ton comportement utilisateur pour le réduire au maximum. Et il y a énormément aujourd'hui de biais qui peuvent être créés. Il y avait une conférence sur Noémie Lecor au FLUPA aussi que j'avais trouvé super intéressante sur ce sujet à l'époque, qui présentait effectivement le pouvoir des biais cognitifs et on parlait même de marketing émotionnel, c'est-à-dire qu'un biais peut créer une émotion et l'émotion peut entraîner un acte d'achat ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité, d'éco-responsabilité, mais on parle pas assez du marketing émotionnel. On parlait beaucoup, vous savez, des odeurs, des choses comme ça, mais non, ce qui peut aussi créer un achat, c'est le fait qu'on se sente bien en faisant cet achat. Pas juste, on trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix, ou c'est le produit le plus intéressant, ou c'est un produit qui valorise notre ego, etc. Donc effectivement, on réfléchit à cette notion de cycle d'achat, cycle de phase d'exploration, d'achat, etc. Et on y implémente des biais qui vont pouvoir avoir un impact positif ou négatif dans notre décision. C'est pour ça qu'on parle de messy middle. Et en fait, effectivement, si vous adoptez la logique de messy middle, en fait, c'est que vous comprenez que la notion de funnel, aujourd'hui, elle est inexacte pour présenter un modèle de consommation en 2022. Et aujourd'hui, la notion de messy middle juste expose le fait qu'on ne peut plus parler de cette notion de funnel. On utiliserait la notion de funnel juste pour exprimer le fait que, en fait, il existe des étapes dans un mindset et dans un état d'esprit d'un utilisateur, mais que finalement, c'est pas une réalité en termes de parcours. C'est aussi prendre en compte tous les biais cognitifs qui ont un impact sur la prise de décision. Je l'ai déjà dit, je vais pas le redire trop fort. Et c'est penser cycle pour adapter sa stratégie marketing. Parce que c'est pareil, quand on fait du marketing et quand on fait de l'acquisition, les amis, on réfléchit en fait à une logique de transformation où on se dit, ah, cette personne, elle a déjà découvert le produit, donc ma campagne Facebook, si elle doit être orientée lead gen, je dois pas prendre en compte le fait qu'elle puisse découvrir un nouveau service ou une nouvelle matière, etc. parce elle connaît déjà le service. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question est-ce que cette personne avait déjà découvert le site et est-ce qu'elle est pas repartie dans une phase d'exploration parce qu'elle n'a pas trouvé son bonheur? Et vous voyez, ça nous arrive. Je vous ferai pas les détails là, mais peut-être dans une autre conférence. Mais par exemple, nous, sur nos campagnes Facebook chez Wemanity, quand on fait des campagnes Facebook Ads, on a des campagnes de branding discovery, donc de découverte de faire découvrir un produit ou un service à un prospect ou à un client. Mais on a aussi d'autres campagnes de discovery qui vont être basées sur le fait que l'utilisateur connaît déjà le site, la marque et a même déjà consulté des produits. Et pour ces personnes-là, on va avoir un message qui va être différent. Vous voyez, ça peut tomber sous le sens, ce que je vous défends là. Mais quelle est la réalité des campagnes qu'on met en place aujourd'hui? La réalité, c'est qu'on va faire des campagnes de discovery et on va pas différencier l'utilisateur nouveau du returning visitor dans la plupart des cas. C'est pour ça que le gros marketing, j'adore mon métier au quotidien, c'est que derrière, on peut rechallenger ces notions au quotidien et le terme de gros marketing qui finalement est pas si ancien, nous permet effectivement de challenger toutes ces strates. La deuxième réponse qu'on a essayé de trouver, je parle beaucoup, Elodie, n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu vois que je prends trop la parole et je regarde le temps. Normalement, on est bon, Florent, tu peux faire mon gardien du temps On si est tu bien, souhaites. je te confirme. Parfait. Parfait. C'est la première fois que je vais tenir mon temps, les amis. C'est un miracle. Elodie doit... On va voir, c'est pas fini. Bon, ok, très bien. T'as On pas peut passer vu du coup à la la deuxième slide réponse qu'on a. après. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bien, je vois que les balles sont réelles, mais c'est très bien, on va pouvoir continuer. Effectivement, il y a la notion ensuite de croiser réellement les expertises. Croiser réellement les expertises, ça, je pourrais mettre la même slide que tout à l'heure, c'est la notion d'utopie. Vous savez, la notion d'utopie, c'est de se dire, ah, c'est un idéal, tu sais quoi, on va bosser ensemble, c'est super. C'est comme quand tu rejoins un nouveau job et qu'on te fait rencontrer les expertises et que tu sors la phrase, ouais, on va bosser ensemble. J'ai un gars qui s'appelle Daniel Moya chez Womantic, que j'aime énormément, qui fait du project management.
Et le pauvre, j'essaye de le voir, j'essaie de le croiser, Elodie le sait. Et en fait, j'arrive pas à trouver le temps. Et en fait, finalement, à chaque fois, je lui dis, faut qu'on bosse ensemble, c'est super. On a essayé de le faire pour le design. Ça prend du temps de savoir bosser ensemble. Mais il faut vraiment croiser les expertises. Et ce que je disais au début de la présentation, c'est qu'avec Elodie, on a pris ce parti pris de croiser certains livrables pour en améliorer la qualité globale. C'est pour ça qu'on va vous parler de retour d'expérience assez rapidement. Je vous montre un petit document. S'il y en a qui font du SEO ici, ça c'est ce qu'on appelle une étude sémantique. Vous savez, c'est l'étude en SEO qu'on fait qui permet de... Vous savez, moi je viens du monde du SEO. J'ai commencé dans l'univers du SEO, j'en ai fait pendant 5-6 ans, avant de partir dans des métiers un peu plus larges avec du gros, de l'acquise et tout. Et j'adore le SEO, j'adorais, lapsus révélateur, mais j'adore le SEO pour un point, c'est qu'en fait, pareil, c'était un métier un peu vaporeux pour la plupart des gens qui connaissent pas le métier. On a l'impression d'arriver comme un peu un cheveu sur la soupe, dans des process éditoriaux, dans des process techniques, etc. Et vous voyez, cette étude sémantique, aujourd'hui, on a créé un document chez Womendy qui est full automatisé, où on crée nous-mêmes nos scores parce qu'on en avait marre de suivre des scores, vous savez, de SEMrush pour ceux qui font du SEO, des outils tiers en fait qui vous permettent de donner des scores. Parce qu'on a été traumatisé d'une chose, on est arrivé dans un call et t'avais un gars qui nous avait sorti, on lui avait demandé d'où venait son score de priorisation édito, il nous avait dit oh ça vient d'un outil sur internet. Vous voyez cette notion déjà de pondération d'une priorisation qui est basée sur un outil que vous connaissez, dont vous ne connaissez même pas l'algo, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos manières de travailler. Je sais que c'est pas les vôtres non plus. On a besoin de maîtriser sa donnée pour proposer des choses qui ont du sens. Et ben, l'étude sémantique, pour faire court, elle permet effectivement d'étudier les intentions de recherche, de comprendre les intentions de recherche, de prioriser des chantiers éditoriaux sur la base des scorings qu'on aura établis, qu'on aura mis nous-mêmes et validés avec le client. Ça nous permettra aussi d'orienter l'arborescence globale parce que en fonction des résultats de l'étude, en disant tiens, cette thématique, elle est super importante sur ce sujet. Vous voyez, par exemple, typiquement ici, on était sur un sujet de santé. On a pris volontairement un sujet de santé pour vous montrer que même dans des sujets qui peuvent être parfois super complexes et qui vous parleront pas parce que c'est pas du e-commerce pour certains d'entre vous, bah, vous voyez, on est dans un sujet qui est super complexe et on arrive quand même à créer des stratégies éditoriales. Et on contribue en fait avec le SEO à la stratégie éditoriale, mais pas que. En fait, avec cette étude sémantique, typiquement, on peut identifier des nouvelles pistes de travail qui n'ont pas été identifiées, par exemple, par les équipes UX. Imaginez les équipes UX, elles travaillent sur un sujet de parcours utilisateur. Ça m'avait fait sourire parce avec Elodie, on bossait sur un sujet pour un site en Irlande et on travaillait sur des arborescences. On travaillait sur une arborescence. Et Elodie a dit, ah, moi, je fais une arborescence. Vous vous rendez compte? Je me rendais même pas compte qu'Elodie faisait des arborescences et que moi, en SEO, de base, j'en fais aussi. Ça peut paraître tout bête, mais le fait qu'on ait ensuite travaillé sur cette étude sémantique en amont pour la présenter aux équipes UX, ça a permis d'orienter en fait la stratégie éditoriale et notamment l'arborescence derrière en tenant compte des intentions de recherche et du volume de recherche des internautes. Ça a un impact en termes d'expérience utilisateur. Il y a un autre sujet sur ce même compte sur lequel on avait travaillé, c'était, vous voyez, dans les pathologies, en fait, par exemple, les designers, ils travaillent sur ce qu'on appelle une étude de documentation. On va même parler de custom, enfin, de CX pour le coup, c'est même plus de l'UX, hein, On est un peu sur de user research, pardon. On est de la user research, ouais, exactement. Voilà. On va parler de user, vous avez vu, j'ai pas été formé par le design. La user research, c'est essentiel pour nous. Pourquoi? Parce qu'en SEO, vous savez, quand on fait nos recherches de mots-clés, de choses comme ça, on sait très bien, le vrai secret de Polichinelle, c'est que on dit qu'on maîtrise absolument tout sur les sémantiques, sur les sites internet qu'on veut auditer, etc. La vérité, c'est qu'on utilise d'abord des outils pour se sourcer, comprendre le marché. On va regarder les fiches produits de nos clients et ensuite on va essayer de dresser des stratégies de ciblage sémantique. Donc on va cibler des mots-clés, identifier ces mots-clés et les travailler ensuite. Mais quoi de mieux qu'une personne qui travaille en user research, donc qui travaille dans les équipes d'Elodie, pour me dire, voilà la cartographie complète de ce qui est produit sur une pathologie, par exemple, en l'occurrence ici, mais voilà la cartographie complète du produit, du service ou du concept que je souhaite te présenter aujourd'hui. En ayant ça, en tant que SEO, par exemple, je peux parfaitement rechercher sur Internet tous les termes un peu stratégiques, parce que du coup, j'ai été briefé en amont. J'ai été briefé pas par le client, j'ai été briefé de manière agnostique par des designers experts qui ont creusé autant que moi sur ce sujet-là. Et du coup, ça me permet effectivement de mettre à plat l'ensemble des contenus, ce genre de matrice. Par exemple, typiquement, ça c'était Céline qui avait fait ça dans notre équipe, Céline Gonzalez qui est lead design chez Womanity. Elle avait fait une arborescence de l'ensemble des contenus. Là, vous voyez ce petit truc-là? Il y a au moins 200 arbres comme ça qui me permettent, moi, en SEO, de tracer toute la ligne directrice de production éditoriale et d'enrichir mon étude sémantique. Et on peut faire même le truc à l'inverse. L'étude sémantique peut permettre à Céline de se rendre compte de l'importance des contenus à produire s'il en manque. Vous voyez, par exemple, les points rouges qu'on a ici, c'est des contenus qui manquent côté client à produire.
Et ben moi, mon étude sémantique va confirmer la priorisation de ces contenus à produire si jamais je dois creuser. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas. L'essentiel, c'est de vous montrer un peu comment on a réussi un peu à croiser ces expertises-là. Lamine, pas de Effectivement, questions. En revanche, vas-y. un retour de Pierre Bobby qui nous dit: Bonjour Lamine, toujours aussi intéressant. Donc, on constate, Lamine, que tu as un réel public avec toi. C'est simplement ce que je pouvais. Je témoignerai beaucoup d'amour à Pierre Bobby derrière, il le sait. En fait, il C'est a un un fan grand ami. club. C'est un J'ai fan club. l'impression Rien que du tout. Nous allons utiliser un terme. On va arrêter les bosseries, s'il vous plaît. Mais non, derrière, en soi, effectivement, non, on a des amis qui suivent et ça fait plaisir. Et merci encore d'être là, les amis. C'est cool. Mais justement, et on en reparlera parce que Pierre, j'aurai une référence à la fin si j'ai du temps. Si j'ai du temps, je placerai la référence de la collab avec Asgard et le groupe Valéa. Donc effectivement, l'étude documentaire, elle permet effectivement d'identifier toutes ces expressions stratégiques à travailler. Enfin, l'étude documentaire permet d'identifier l'ensemble des... J'ai dit étude documentaire, vous voyez, c'est une coquille. L'étude sémantique qui permet d'identifier l'ensemble des expressions stratégiques à travailler en SEO de manière ultra précise. Mais l'étude sémantique qui permet effectivement d'évaluer le potentiel de trafic et les typologies de recherche d'audience. En fait, finalement, j'ai complètement inversé la phrase. Vous voyez, ça c'est le magnifique fail du jour. Mais effectivement, ce que je voulais dire dans cette slide avec Elodie, c'était que, en fait, on a une étude documentaire qui permet d'identifier l'ensemble des contenus qui sont à disposition et de la matière grise à disposition du client pour ensuite en dresser une ligne éditoriale à produire. Et l'étude sémantique permet de confirmer ses intentions de création de contenu, etc. Et c'est super intéressant de croiser ces expertises pour finalement proposer, parce que la finalité, c'est qui? C'est le client. C'est la personne avec qui vous travaillez au quotidien. C'est vous, en tant qu'annonceur, si vous travaillez chez l'annonceur, vous n'avez pas besoin d'avoir un audit SEO et un audit UX. Non, vous avez besoin d'un audit conjoint qui a convergé vers une recommandation similaire. Donc voilà. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que je présente la partie grosse. En fait, j'ai switché sur la slide sur mon PC, mais pas sur la presse. C'est merveilleux. Mais effectivement, en soi, c'est ce croisement d'expertise qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à s'amuser ensemble et à faire de vraies choses intéressantes. On crée des livrables qui se complètent parfaitement parce que complémentaires, comme je le disais auparavant, dans le résultat attendu. Plutôt simple. J'ai marqué un arrêt parce qu'effectivement, je parle très vite. C'est important de prendre du recul et de prendre une petite respiration avant d'enchaîner. Pour aller plus loin, on vous a fait un petit tableau parce qu'en vérité, on avait des milliers de slides à présenter. Je vois qu'il reste environ 5 à 6 minutes, si je ne me trompe pas, Florent, c'est ça? 7 minutes pour les intimes. Incroyable. On a fait un petit tableau. Pourquoi ce tableau? Parce qu'en fait, au départ, on avait commencé à pondre des slides avec Elodie et on s'est dit, non, on va pouvoir faire trop de slides. Ça va être compliqué. On va se retrouver avec une présentation à rallonge. Florent va me tuer parce qu'on va finir à 15h42. Vous n'aurez pas mangé votre menu bucket et ça va vous saouler parce qu'il faut manger à midi, c'est important. On s'est dit, on va faire une slide. On va pas vous laisser lire. On va juste vous présenter juste 2-3 exemples de collaborations sur lesquelles on a pu intervenir avec Elodie et comment en fait les problématiques qu'on a au quotidien dans nos métiers sont perçues et comment on arrive en fait à en apporter un bénéfice pour le client. Elodie, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu veux que je te laisse prendre la parole sur le parcours utilisateur et les usages utilisateurs? Oui, si tu veux. Alors, dans la colonne de gauche, ce qu'on a listé, c'est des actions en fait finalement qu'on fait dans notre métier et qui sont du coup partagées entre le gros et le design. Donc c'est pour ça que vous avez à chaque fois à gauche, c'est important de vous mettre, par exemple, comprendre le parcours et les usages des utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans nos deux domaines. Alors il y a peut-être des domaines où en effet on n'est pas conjoint, ça peut arriver en effet. Mais en tout cas, sur cette colonne-là, c'était important de dire, sur tout ce périmètre, on peut intervenir tous les deux et on vient se nourrir. On a plein de bénéfices, c'est la dernière colonne du tableau. Donc, par exemple, si on prend comprendre les parcours et les usages, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, nous. Je vais commencer par le design, hein, désolée Lamine. On va faire des tests utilisateurs, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est en effet observer ce que va faire l'utilisateur sur un parcours donné. Il peut être d'ailleurs prototypé ou développé. Et on va analyser ses comportements, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des freins. On va analyser aussi, je crois que tu l'as mis, les espaces, on t'a mis qu'on va se baser sur des heatmaps en effet, qui va nous permettre de regarder peut-être à des endroits clés les problématiques que peuvent avoir des utilisateurs. On va être sur de la donnée très qualitative et c'est là où côté grosse, nous, on va venir se nourrir de la partie quanti. Donc côté grosse, vous allez pouvoir déployer des scripts de tracking. Ça, c'est quelque chose qui nous manque cruellement des fois chez les clients, dans les outils sur lesquels on travaille.
On va aussi pouvoir faire de l'A/B testing, du recueil de données d'analytics, les heatmaps. Vous allez créer des audiences, des segments d'analyse qui vont nous permettre aussi peut-être d'analyser plus finement des typologies d'utilisateurs. Donc ça, c'est exactement des choses sur lesquelles on peut travailler. Tu as mis aussi la construction et l'analyse de l'entonnoir de conversion. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on vient se nourrir. Donc en alliant les deux, le gros et le design, on va, on va bénéficier de ce que j'ai appelé le mix parfait du quali et du quanti pour nous permettre d'avoir une restitution et quelque chose qui est très, finalement, qui répond à tous les besoins de notre client. C'est de dire, bah voilà, on analyse ça sur du qualitatif et en plus, c'est vérifié par du quantitatif. Donc on va dire que c'est vraiment l'utopie du designer, c'est de travailler justement avec de la donnée qui vient de la partie grosse. Et ça, c'est sous-coté. On le dit souvent d'ailleurs qu'on a besoin du quanti et du quali. Mais dans la réalité, en fait, on ne se le dit quasiment pas ou on l'occulte. C'est-à-dire qu'on va plus facilement, côté designer, mettre en place des tests utilisateurs qui vont nous demander du temps, de l'organisation, qui va être coûteux. Et voilà. Ensuite, on a l'analyse du marché ou d'un secteur d'activité. Donc là, côté grosse, vous allez faire les études des intentions de recherche, du benchmark, des analyses SEO poussées, collecte et synchronisation de données. Vous allez vraiment faire des études sur un sectoriel. Et nous, de notre côté, on va être encore sur quelque chose qui est un petit peu plus qualitatif. On va organiser des focus group pour collecter les données. Typiquement, on va avoir 6-7 personnes qui sont dans un cœur de cible et on va leur demander de nous parler, par exemple, de qu'est-ce qu'ils pensent de Orange, des télécoms en général. Et on va prendre vraiment, encore une fois, des choses très qualitatives. On va faire des benchmarks concurrentiels, on peut mettre en place des sondages, on peut faire aussi de l'observation in situ. Donc ça, encore une fois, c'est des outils qu'on utilise côté designer et qui viennent aussi être nourris de ce que peut nous pousser le gros marketeur sur ce qu'il, lui, aura pu analyser de son côté. Donc ça pourrait nous permettre, par exemple, d'orienter nos ateliers, notre recherche, en ayant eu le débrief côté grosse. Et Donc on va entendez une aussi... chose sur ça, ce qui est trop intéressant, parce que moi je t'ai coupé parce que c'est trop Vas-y. intéressant. Il y a un sujet en fait maintenant qu'on adore faire avec Elodie quand on travaille avec nos équipes sur la production justement de livrables, d'analyse, etc. C'est que juste avant, vous avez vu qu'on parlait d'analytics. En fait, par exemple, typiquement, ça peut paraître ultra large, mais l'analytics, exemple très concret, ça nous est arrivé par exemple de déployer des plans de marquage sur des sites ultra avancés où on crée par exemple ce qu'on appelle des audiences, on crée des segments d'audience et ces segments d'audience, on les utilise pour la team design pour dire voilà, tu veux créer tes personas, bah tiens, on a identifié tel profil d'utilisateur. Et par exemple, comme on a ce qu'on appelle les user ID, vous savez, c'est la possibilité de récupérer un ID d'utilisateur et de le renvoyer sur GA de manière anonymisée pour en suivre le comportement. Et ben, ça nous permet d'identifier des typologies types de clients qui ont des comportements clés pour nourrir l'équipe en expérience design, pour préparer même ces entretiens, réfléchir au Mm. parcours, etc. En leur disant, vous savez quoi, les designers, on a quelque chose pour vous, on a une représentation fidèle du parcours de trafic sur le site internet. Attention, qui est biaisé par un point, qui est biaisé par toutes nos campagnes marketing, parce que quand on drive des internautes sur un site avec des campagnes médias, ça a un impact logique sur le parcours utilisateur, puisqu'on ramène une catégorie d'audience spécifique. Vous voyez tout ça, on arrive à le définir, on arrive en fait à anticiper tous les biais qui peuvent avoir un impact sur un parcours utilisateur et dire aux équipes design, OK, ton parcours est bon, mais attention, nous, on rapporte du trafic comme ça, on génère du Mm. trafic comme ça, on fait du SEO sur ces sujets, ce qui peut avoir un impact parce que, imaginons que, par exemple, tous nos contenus sont positionnés, tous nos contenus qui sont rankés sur Google, c'est principalement du blog et pas forcément des produits. Bah là, on peut dire, Elodie, attention, nos internautes sont en recherche d'informations quand ils découvrent notre site et nos produits ne sont pas bien positionnés. Donc, ça veut dire que techniquement, les gens qui vont venir vont avoir un taux de rebond qui va être assez important. Donc, il faut essayer de trouver des Mm. moyens de rétention pour améliorer le parcours. Vous Oui, comprenez la logique, le exactement. quantitatif va s'allier au qualitatif de l'UX. Ouais, et souvent, ça, c'est quelque chose qui est oublié par les designers. Et c'est vrai, bon, c'est peut-être pas le public le plus présent aujourd'hui, mais il y a pas longtemps, là, on a eu un échange avec un client qui nous a dit, il faut pas oublier que nous, nos fiches produits, elles sont pas, on n'arrive pas toujours depuis la home page. C'est quelque chose, c'est une déformation qui arrive tout le temps chez les designers. On oublie que grâce aux méthodes du growth, on n'arrive pas que par la home page. Des fois, l'utilisateur va arriver directement sur une page produit. Ça, c'est quelque chose qu'on a, enfin, en tout cas, côté designer, qui est très nouveau dans les consciences, alors que pourtant, on travaille sur les mêmes produits et voilà. Et pourtant, vous avez vu, on travaille sur les customer journey, on sait comment on matérialise le parcours, mais on occupe un peu les autres portes d'entrée qui ont été créées dans d'autres métiers, en fait, tout simplement. Après, je sais pas si on a Mais le temps de voir les deux dernières lignes. alors, Là,
Non. Allons-y, allez, je vous donne 2 minutes de bonus. Ah, sympa. Après, on a la Incroyable, partie. merci Florent. Généreux. On va aller vite. Toujours pas de questions d'ailleurs. N'hésitez pas dans les 2 minutes s'il y a des questions. On aime bien aussi Ouais, voir, carrément. faire en sorte que les gens N'hésitez pas. repartent. C'est Même si vous avez des retours d'expérience, peut-être quand vous avez fait des projets et qu'il y a eu peut-être au contraire des choses qui n'ont pas été convergées, ou si même vous avez fait des choses où vous avez convergé avec d'autres métiers, ça peut être intéressant, je trouve. Je partage Donc, vos LinkedIn. Allez, 2 minutes pour conclure. ok, alors après on va avoir la partie connaître son audience et ses utilisateurs qui est centrale parce qu'en fait on le fait tous et on le fait tous dans le digital. D'ailleurs on parle de public, de persona, de cible, d'utilisateur, d'audience. On a tous des termes différents et finalement que ce soit d'ailleurs dans le market, enfin dans le market pur et dur, dans le growth, dans le design, on a tous personnifié, pardon, matérialisé ces publics, ces profils. Et donc, encore une fois, donc vous pouvez voir dans la partie grosse que vous avez vos propres actions et nous aussi. Alors, ils ne sont pas à destination des mêmes choses, mais on pourrait encore une fois converger et avoir quelque chose qui est commun pour avoir une matière qui est beaucoup plus conséquente et pertinente. Et après, on a touché et transformé l'audience, qui est très très importante parce qu'en effet, c'est une partie, je ne sais pas, Lamine, si tu veux la prendre, parce que c'est vrai Ouais, que c'est... j'y vais rapidement comme ça, Vas-y, Vas-y. on vas-y. enchaîne Non, sur. De mais toute en façon, plus, on a je vous fini ai un après peu mis ça. la pression, mais c'était aussi pour laisser du temps Ah, pour les questions. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? là, on est comme ça. Sur la partie toucher, effectivement, et transformer l'audience, en fait, la finalité pour nous, les grosses marketeurs, les amis, c'est de se servir aussi des équipes design pour pouvoir nous faire tous les A/B testing dont on rêve. En fait, aujourd'hui, on a cette possibilité, par exemple, chez Wemanity, de tester. Je fais la pub de Wemanity, mais en fait, c'est plutôt la pub de l'expertise qui compte, hein, au-delà de Wemanity, du croisement des expertises. Avec les équipes d'Elodie, je peux lancer des tests médias et avoir une équipe design qui peut me challenger sur tous les sujets parce qu'ils connaissent presque aussi bien mes sujets d'acquisition que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables de me dire, tiens, Lamine, tu as fait une campagne Facebook, ça serait important de tester plusieurs visuels. On aimerait voir si on peut faire des tests d'appétence. Vous comprenez cette logique-là? Ça nous permet de mettre en place des matrices qui ont du sens de dingue, en fait, d'un point de vue transfo, parce qu'on est en train de créer des plans de communication qui sont adaptés à toutes les situations possibles. Alors, ça crée des usines à gaz parfois. Donc, notre objectif, ça va être de rationaliser ces investissements selon leur rentabilité. Mais ça nous permet effectivement de comprendre tous les biais de saison les biais saisonniers qui ont un impact sur la transfo, de comprendre tous les formats qui fonctionnent le mieux, la tonalité la plus adaptée et les leviers et les leviers qui ont le meilleur impact en termes d'entonnoir multicanal et en termes de transformation pour les internautes. Bref, on peut en parler pendant des heures. C'est pour ça que vous avez vu, on vous a mis tout en une slide plutôt que d'en faire 10, parce que sinon on n'en aurait pas fini. Tout ça pour dire, pour finir les amis, c'est que en fait on parle constamment de grosse marketing, de user experience, de data. On a tous tendance à se caresser dans le sens du poil en disant on va travailler ensemble. Encore une fois référence à Daniel, mais on va bosser ensemble, c'est super. Mais moi j'ai une expertise, j'ai un métier. En fait, faut pas qu'on oublie une chose, c'est que ce qu'on produit euh, est interdépendant. Si on veut produire de bons livrables en UX, il faut qu'on fasse appel à des gens qui font du growth, du SEO, de l'analytics pour aider les équipes de design à mieux comprendre le comportement des audiences et du coup de produire des livrables qui ont une vraie valeur ajoutée pour le client ou pour vous. Et nos métiers sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas partie, on n'est pas des métiers différents, on est des métiers qui fonctionnent ensemble. On fait du digital, enfin. Concevoir une stratégie digitale, c'est comme une recette de cuisine. Vous savez, on peut avoir les meilleurs avocats, les meilleures betteraves, les meilleures courges butternut du monde. C'est pas parce qu'on a ces légumes-là qui sont de la meilleure qualité du monde qu'on va faire un bon plat à la fin. Il faut savoir les cuisiner ensemble. Et à la fin, quand vous êtes restaurateur, vous livrez un plat. Vous ne livrez pas que une courge butternut avec une tomate, avec un truc. Vous livrez un plat à la fin. Et c'est ça qui a du sens. Le mélange courge butternut tomate, on en reparlera, j'ai des doutes. Mais pour le reste, ça implique un dernier point, c'est que penser mono-expertise, c'est limiter la qualité de sa production digitale. Combien de fois j'ai entendu, mais c'était il y a des années, hein, combien de fois j'avais entendu le gros marketing, c'est du bullshit, ça me saoule, vous êtes des vendeurs de vent, tatati tatata, moi, le SEO, c'est du bullshit. En fait, tous les métiers, quand ils sont liés à du marketing, même l'UX, je l'ai entendu aussi. L'UX, c'est un peu vaporeux, ce cliché un peu qu'il y avait, ce combat qui avait des années entre les développeurs et les UX sans raviver des plaies où on avait l'UX en fait qui avait une valeur ajoutée en termes de design, mais qui était forcément quelqu'un qui avait moins de charge qu'un développeur. Oui, c'est que des clichés.
on travaille ensemble. Donc, penser mono-expertise, quelque part, c'est se limiter dans la qualité de ce qu'on rend. Parce que si on fait pas appel à moi, si je fais pas appel à des UX aujourd'hui dans ma manière de bosser, clairement, j'ai l'impression d'avoir manqué un coche parce que je vais répondre à des intentions de recherche et je vais pas répondre à des usages qui ont été étudiés par des personnes référentes dans le métier. Enfin, on partage un objectif commun, c'est la complémentarité des visions. Vous voyez, tous les points qu'on avait dans les slides, elle aurait pu parler à ma place, Elodie, c'est ce qu'elle a fait dans la dernière slide, et je pourrais parler à sa place sur des métiers du design, à peu de choses près, bien entendu, que j'ai pas sa compétence. Mais aujourd'hui, on peut créer des choses qui sont incroyables si on arrive à croiser nos métiers. Vraiment, les amis, c'est pas une utopie, c'est réel. On a réussi à le faire côté Wimati sur quelques exemples. Bien entendu, c'est dur. Bien entendu qu'il y a des difficultés et des épreuves. Mais on peut y arriver si on peut arriver à créer des choses qui ont du sens pour tout le monde si on avance ensemble. Alors, créons. C'est Merci à tous. magnifique. Merci Amine, merci Elodie. En plus de nous donner des recettes de soupe, tu nous donnes des messages d'espoir qui fédèrent les peuples, des différentes expertises. Merci pour ça. On va tout de suite retourner du côté du chat pour voir s'il y a des questions. Alors, je vois surtout des messages. Nicolas Chon qui dit bravo Lamine. Et Elodie, super présentation. Annabelle qui salue aussi ce partage intéressant. Moi, j'ai peut-être une petite dernière question pour la fin et aussi pour atterrir sur des cas d'usage très concrets. On comprend bien l'intérêt d'hybrider, on va dire, on a parlé de art. Ça veut dire que vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire tomber les cloisons entre l'acquisition, l'activation, la rétention, parce que tout ça avance dans le même sens. Est-ce que vous avez des exemples où des entreprises traditionnelles ont sauté le pas et où ça a pu changer la donne, ou est-ce que ça s'adresse vraiment qu'aux startups, ces approches-là? En réalité, Elodie, tu veux intervenir, sinon j'y vais. Vas-y. Ok. Bah, en fait, la réalité, c'est que maintenant, aujourd'hui, on l'applique systématiquement à nos comptes. Et en fait, on l'a appliqué à des startups. On l'a appliqué à des boîtes plus grandes. Je vais parler de Total, etc. On a des logiques où aujourd'hui, on fait beaucoup ce qu'on appelle de cross-disciplinaire. Ce qui veut dire que, tu vois, typiquement, on travaille dans notre équipe avec Lucie Lejeune qui gère le delivery dans le groupe Wimanity. Et en fait, typiquement, avec elle, elle est en charge justement de mutualiser toutes ces expertises. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte, par exemple, que l'équipe d'Elodie fonctionne avec mon équipe et produisent des choses qui sont pour le client. Et on va, tu vois, par exemple, typiquement, on a arrêté de vendre juste une étude SEO. Quand on travaille sur des études, on ne fait pas que des études SEO, on vend des études de positionnement éditorial. Et dedans, il y a une étude SEO. Tu vois ce que je veux dire? Mais le rapport qu'on a au client, au final, quand on défend ce sujet, que ce soit un petit compte ou un grand compte, il est le même, c'est qu'on lui dit juste qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux te positionner, être référent sur ce sujet-là? Bah, faut faire du SEO, de l'UX sur ces sujets. Et tu vois, finalement, les temps qu'on a, pareil, dans les livrables, tu vois l'étude sémantique qu'on a présentée tout à l'heure, je mets du temps de l'UX derrière. Pourquoi? Parce que typiquement, quand je te dis qu'on fait converger et les clients ont sauté le pas, c'est qu'on leur présente la méthode et on leur dit, regardez, nous dedans, dans l'étude SEO, c'est d'ailleurs un avantage aussi concurrentiel. C'est un détail, mais ça a un impact si vous faites des pitchs, les gars. Le fait qu'on dise, typiquement, nous, on a des UX qui travaillent sur nos livrables SEO pour confirmer la valeur ajoutée du document. C'est un impact de dingue en termes de transfo parce que bah, finalement, toi, en tant qu'annonceur, tu es content, tu te dis, c'est pas juste du SEO, c'est du marketing en fait. Et donc, du coup, en fait, quand tu arrives à convaincre, Florent, les personnes sur ces sujets-là, tu arrives à leur dire, à leur expliquer et genre à démystifier le fait que le SEO, c'est pas une expertise clusterisée, bah, finalement, ils comprennent et eux-mêmes t'incluent dans des process. Donc, des fois, je me retrouve dans des calls, j'ai rien compris à ma vie, je me retrouve dans des calls de growth où je dois faire du change. Parce que je dois créer un usage, par exemple, sur l'implémentation d'un outil en interne qui est même pas e-commerce, c'est du corporate de fou, mais je dois créer l'usage parce qu'ils savent très bien que, par exemple, les méthodes qu'on a en gross marketing ont un impact sur l'adhésion des utilisateurs. Et l'adhésion des utilisateurs, tu vois, c'est pas finalement que des gens sur Internet. Ça peut être même aussi tes employés, tu vois, le nurturing, tout ça. En fait, ce qu'on transmet, c'est des bonnes vibes. Ce qu'on essaie de faire plaisir, c'est de transférer des bonnes émotions. Alors moi, je l'avais Et pas compris comme ça. J'avais pas compris ta question comme ça. Je pensais que tu demandais si on arrivait à transformer la manière de penser le parcours. Je sais pas si c'était vraiment la question. mais écoute, Je l'ai c'est perdu, aussi c'est une ma faute. question intéressante à laquelle tu peux répondre là en quelques secondes, parce que ça Ok, mérite aussi bah, d'être fait. pour répondre à ta question, on l'a fait notamment quand il y a des enjeux pour comprendre des comportements différents dans des situations, par exemple, d'usage qui vont différer. Donc ça vient souvent du client qui va nous dire, bah, par exemple, il faut penser aussi l'usage quand on va avoir un visiteur qui revient, notamment, c'est la chose assez classique. Et après, il faut ouvrir à d'autres façons, je pense, de penser les parcours utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui est encore très compliqué, même dans le domaine du design, parce qu'on est très attaché à
cette chose très linéaire. La première partie, on a moins d'exemples, je pense, avec Lamine, de choses où on a réussi à le mettre en place. Et pourtant, quand on pense une fonctionnalité, je pense notamment sur un produit, on la pense avec beaucoup d'usages autour. Alors que quand on le fait en conception idéale, le fameux template que vous avez vu de Customer Journey Map, ça, on a du mal à s'en détacher. C'est quelque chose qui est très ancré dans le design. Je pense qu'on a un peu les mêmes choses, que ce soit le gros sur le design, on a un peu des doctrines, des choses qui sont ancrées, Ouais. et on se rattache parce que c'est quelque chose qui est rassurant. Et en fait, la plupart du temps, et on ne le dit pas, hein, mais la Customer Journey Map nous aide pas à la fin d'un projet. Au contraire, on s'enlise un peu là-dedans. Et en fait, on sort justement, moi je trouve qu'on prend plus de hauteur à la fin du projet en faisant ce qu'on appelle les US, les User Stories, qui elles nous aident justement à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fin. Et finalement, on retrouve ce missing middle où on va avoir, à ce problème-là, on va avoir cette itération autour d'une solution qui est beaucoup plus micro. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour ce témoignage. Donc, on a partagé vos LinkedIn, on peut vous rajouter et rejoindre, par exemple, le fan club de Lamine, mais aussi celui d'Elodie. Il n'y a pas de raison. Donc, très bonne journée Ouais. à vous deux. Merci pour ce témoignage et à très bientôt. Merci. Merci. Merci les amis, faites attention à vous. Ciao. Ciao.